Oui, le débat économique. Je pense que le terme de liberté, il dépend énormément des sociétés et des matrices culturelles. C'est-à-dire que le mot peut signifier des choses très différentes d'une époque ou d'un pays à l'autre. Vous connaissez cette distinction, puisque vous êtes tous passés par les fourches codines de la culture générale au concours, entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. La liberté des anciens, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend communément aujourd'hui par liberté. Si vous entendiez Périclès vous parler de la liberté, vous diriez, mais il débloque, il nous parle d'un régime totalitaire. Je vais vous donner un exemple. Dans la guerre du Péloponnèse, Thucydide reconstitue le discours que Périclès prononce pour rendre hommage aux soldats athéniens qui sont morts durant la première année de la guerre. Et que croyez-vous qu'il fit? C'est pas du tout comme dans les films américains où on vient taper, où un politicien vient taper sur l'épaule des parents éplorés, endeuillés, en disant « votre fils a été... » Non, Périclès dit « vous devriez vous réjouir que vos enfants, vos frères, vos maris, vos fils soient morts durant la guerre du Péloponnèse. Ils ont accompli le plus grand acte de liberté qui soit, eleutéria en grec. Et qu'est-ce que c'est que cet acte de liberté? C'est le sacrifice pour la patrie, en l'occurrence la cité athénienne. Donc vous voyez, la liberté des anciens, Benjamin Constant disait « c'est la participation active et constante au pouvoir collectif, à la vie collective. » Et puis, changement complet de décor dans la modernité. Justement, on parlait de Tocqueville tout à l'heure, de Benjamin Constant. Au XIXe siècle, la liberté, ça devient totalement autre chose. Ça devient la liberté individuelle. Ça devient la liberté, au fond, de ne pas avoir de contraintes et de faire un peu ce qu'on veut. Il y a un philosophe libéral qui s'appelle Isaiah Berlin qui a dit « la liberté, c'est l'absence d'interférence. Personne ne doit interférer dans ce que je fais. Moins on interfère dans mes actes, plus je suis libre. » Et on s'est rendu compte que cette définition-là, elle pouvait aussi être problématique quand elle mène, au fond, à l'irresponsabilité générale, à des usines qui rejettent des toxines dans les fleuves, à de la misère sociale, parce qu'au fond, la liberté dans une société, ça n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Et donc, je termine par là, il existe une troisième définition de la liberté à laquelle je suis très attaché, qui a été formulée par un courant auquel l'infectiologie de Louis Pasteur a énormément contribué. C'est le solidarisme républicain. Si je vous parle de Célestin Bouglet, si je vous parle d'Alfred Fouillé, si je vous parle de Léon Bourgeois, ça ne vous dit rien. Pourtant, Léon Bourgeois, président du Conseil, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier président de la Société des Nations, prix Nobel de la paix, tout le monde a oublié Léon Bourgeois, grand philosophe par ailleurs. Cette liberté-là, elle est inspirée par les découvertes pasteuriennes, justement, et elle consiste à dire qu'il faut articuler la liberté individuelle à la liberté collective. Et c'est la liberté solidaire, c'est-à-dire qu'il faut construire des institutions qui permettent d'éviter que ma liberté ne vienne nuire à celle des autres. Et c'est pour ça que je m'agace, et je termine sur ce point, quand j'entends aujourd'hui dans le débat public une conception complètement infantile de la liberté avec des gens qui disent « ouin, ouin, on veut nous obliger à être vaccinés, c'est la dictature vaccinale ». Mais quand on est en société, on a des responsabilités vis-à-vis des autres. La liberté, ça n'est pas de faire n'importe quoi vis-à-vis des autres. Et on voit bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans la mondialisation, nous sommes dans un régime d'interdépendance. Nous dépendons les uns des autres. Charles Nicolle, qui était un disciple de Pasteur, disait « La connaissance des maladies infectieuses nous enseigne que nous sommes frères et solidaires. Par conséquent, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il faut conjuguer les deux. » Et c'est cette conception républicaine de la liberté qui est en train de se perdre, prise en étau qu'elle est, par une conception un peu totalitaire qui revient en particulier dans les régimes autoritaires, et par une conception infantile et ultralibérale qui consiste à dire je m'en fous des autres, tout ce qui compte, c'est ma propre liberté. La question de l'interdépendance est une question ambiguë parce que le fait de l'interdépendance, la découverte de l'interdépendance entre les individus débouche sur deux conceptions apparemment antinomiques de la liberté qui en fait se tiennent la main, qui sont que, un, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre puisqu'on est interdépendant, deux, ma liberté commence là où commence celle de l'autre. Ce qui est tout à fait différent et en même temps, je crois que ça fonctionne avec. J'insisterai pour ma part sur deux dimensions de la liberté. La dimension publique, celle que nous connaissons, celle qui effectivement m'impose de m'interrompre là où commence la liberté de l'autre pour éviter que ce soit la guerre de chacun contre chacun. Et à cette liberté-là, nous adhérons tous en principe sur le papier. Après, quand cette liberté-là prend la forme de l'obligation temporaire de porter un masque pour préserver l'autre de mes miasmes, immédiatement on la trouve liberticide. Les gens ont souvent l'opinion qui leur convient. Imposez-leur un masque, soudain leur liberté s'arrête là où leur liberté s'arrête, non plus là où commence celle de l'autre. Mais
un point là-dessus, faut-il avoir une conception enfantine et frivole de la liberté pour considérer que l'impossibilité de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire de ne pas mettre un masque si on n'a pas envie de le mettre, soit une atteinte à sa liberté? Faut-il avoir une définition étroite de la liberté ou la réduire à la loi du plus fort, c'est-à-dire la liberté du moins contaminé dans le poulailler, pour considérer qu'il est attentatoire à ma liberté d'enlever un masque? C'est quand même extraordinaire. La question du vaccin en est une autre, et moi j'ai changé de religion sur cette affaire et j'ai basculé du côté de l'obligation vaccinale à ce titre et en vérité pour les mêmes raisons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une deuxième liberté dont nous sommes garants également, paradoxalement, dont les libertés publiques sont garants. C'est une liberté sur laquelle les libertés publiques n'ont aucune prise, qui est la liberté, l'intime liberté. Avec nous. Donc on voit bien qu'avec ces deux exemples, l'exercice d'une liberté individuelle, finalement, affecte la liberté collective que l'on a, ce choix collectif que l'on a de sortir de la crise et de protéger les autres, de protéger ceux qui nous entourent, parce que par exemple la vaccination ou le port du masque, ce n'est pas simplement une protection personnelle, mais c'est également une protection altruiste. Et d'ailleurs, on voit bien que les personnes qui hurlent à l'atteinte des libertés individuelles, eh bien souvent sont celles qui justement remettent en cause le savoir scientifique sur lequel se basent les lois qui régissent ces décisions de port de masque, de vaccination, etc., etc. Et on voit que toutes les personnes qui mettent en avant cette liberté individuelle et l'atteinte de nos libertés individuelles à travers la crise sanitaire, exercent une certaine forme de négationnisme. Le négationnisme de la mortalité, de l'importance de la mortalité liée à l'épidémie, le négationnisme sur l'efficacité des mesures de prévention comme le vaccin par exemple, et souvent propage également des fausses informations sur les effets secondaires, sur les traitements. L'exercice de ces libertés individuelles en fait sont limitées par la nécessité qu'on a de participer à l'effort collectif de maintien d'une société qui est solidaire et dans laquelle on prend tous soin les uns des autres. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que la loi est importante parce qu'elle est garante de cet équilibre entre notre liberté individuelle et puis nos responsabilités collectives. Poser la question la plus importante, je crois, qui est celle de la conciliation des libertés individuelles et de la liberté collective, qui est aussi une responsabilité collective. Raphaël parlait tout à l'heure de Tocqueville. C'est vrai que la spécificité de la liberté française par rapport au libéralisme néerlandais, hollandais ou au libéralisme anglais, qui sont de plus vieille facture, c'est qu'elle est arrivée brutalement et elle est arrivée sur le terrain politique. On a mis presque du jour au lendemain à bas les ordres anciens. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain dans une société des individus. Qui a été très bien disséqué par Balzac, par exemple, le grand romancier de la société des individus, avec un préjugé défavorable. C'est Balzac. Il nous raconte cette société où les gens sont devenus complètement avides. Si vous voulez, le plus beau témoignage, au fond, de cette société libérale, non régulée, c'est le colonel Chabert. Le colonel Chabert, on le croit mort dans une charge de cavalerie à la bataille d'Eylau. Il est enseveli sous une montagne de cadavres de chevaux et de soldats. Et puis, il revient d'entre les morts, littéralement, après avoir, en quelque sorte, mangé son pain blanc dans des hospices et des sanatoriums à travers l'Europe. Et là, qu'est-ce qu'il trouve? Dans la société post-napoléonienne et post-révolutionnaire, d'une certaine manière, il trouve une France de clercs de notaire, où il n'y a plus que l'argent, la propriété, le capitalisme. Tous les ordres anciens sont abattus, et même l'honneur qui structurait en quelque sorte l'armée napoléonienne a disparu. Et donc, en fait, en France, quand on a abattu tous ces anciens ordres, ces guildes, ces corporations, cette société ancienne, l'individu s'est retrouvé seul face à l'État. Et effectivement, Tocqueville nous met en garde en disant, dans une société où l'individu est seul face à l'État, le risque, c'est que ça dégénère. Exactement ça. Et donc, on va reconstituer en quelque sorte des médiations collectives. Donc, c'est le débat public, c'est les associations, c'est les syndicats, c'est les partis, qui vont permettre de conjuguer cette liberté individuelle et cette liberté collective. Et ça, c'est absolument indispensable. Et pourquoi je suis inquiet? Parce qu'au fond, l'affaire du Covid a montré l'effondrement de toutes ces médiations. Il n'y a plus de partis. Depuis 2017, c'est un concept ringard. Les syndicats, ils sont quand même pas en très bon état. Les corps constitués, les corps intermédiaires, ils sont un peu discrédités, délégitimés, puis c'est devenu un sport national de leur taper dessus. Et même le débat public et la science ont été délégitimés. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que le débat public, n'importe qui peut dire n'importe quoi.
Il y avait un humoriste il y a quelques années qui disait « c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». Moi, je pourrais compléter en disant « c'est en disant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». Donc aujourd'hui, plus de médiation. Cette désintermédiation fait que n'importe qui peut dire n'importe quoi sans aucune procédure de validation. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est justement la délégitimation de la science dans cette affaire du Covid aussi. C'est-à-dire que, et c'est la responsabilité en partie des plateaux télé, des chaînes d'infos en continu, mais aussi de certains médecins qui se sont prêtés de manière complaisante à ce jeu. C'est-à-dire qu'on met en scène en réalité une controverse scientifique ou un travail scientifique qui est sain mais qui doit se dérouler selon des règles et des procédures, parce que la science est d'abord une méthode de falsification, et c'est une méthode qui a sa propre temporalité. Ça prend plus de temps, la science, que le débat public avec un sujet par jour de discussion. Et là, on va sur CNews, on met en scène un faux médecin avec un vrai médecin, comme si au fond le débat scientifique c'était juste une controverse d'opinion. Non, la science, c'est pas... De replier sur soi-même, d'être dans sa coquille, de dire on n'en a rien à foutre, et de dire à la queue comme tout le monde quand c'est vous qu'on dépasse. Voilà, c'est comme ça. La loi autorise ça. Et ce que je veux dire, c'est que, paradoxalement, l'égoïsme est évidemment délétère, mortifère en démocratie. Si chacun se replie sur lui-même, c'est l'atomisation du corps social, et la place est ouverte pour le démagogue ou le tyran. Donc évidemment, le désengagement, qui est un effet de l'égoïsme individuel, est une catastrophe en démocratie. Mais le fait de l'égoïsme, le droit qu'on a par la loi de faire ce qu'on veut, de vouloir ce qu'on veut, etc., ce droit-là est, à mon avis, une garantie de survie démocratique considérable. C'est-à-dire que les gens mourront pour défendre le droit d'être égoïste. Et en cela, l'égoïsme, paradoxalement, est une valeur sûre. Je pense qu'effectivement, ça nous interroge aussi sur ce que ça veut dire que vivre en société. Que vivre en société et faire être garant du bien-être des autres, de ceux qui nous entourent. C'est évident que quand on prend l'exemple particulier de la Covid-19, c'est une maladie qui touche principalement les personnes d'un certain âge, mais pas que. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux généralisations, qui touchent surtout ceux qui ont des facteurs de risque, qui en général ne sont pas des facteurs de risque qu'on retrouve chez les plus jeunes. En revanche, on voit bien qu'on n'est pas dans une société où le monde est clivé, où on a d'un côté les vieux qui ne servent plus à rien, et d'un autre côté les jeunes qui sont les premiers de cordée et qui vont filer de l'avant. On est dans une société où la solidarité doit être la base de notre fonctionnement. Une société jeune, 15-20 ans, ne peut pas vivre sans ses aînés qui sont là pour justement faire en sorte que la société fonctionne, qu'ils puissent bénéficier justement de tout ce dont ils ont besoin pour vivre au quotidien, pour l'éducation, etc., etc. Et c'est parce que justement les plus âgés d'entre nous ont travaillé une certaine période de leur vie que les plus jeunes actuellement, les petits-enfants, peuvent bénéficier de la vie qu'ils ont, et en particularité comme dans la société française où l'ascenseur social a fonctionné pendant longtemps, c'est parce que les plus âgés ont travaillé et ont amassé une certaine fortune entre guillemets qui font que les plus jeunes peuvent mener la vie qu'ils ont en dehors de la crise sanitaire. La crise sanitaire, c'est une période qui est très courte, qui demande à chacun de faire un effort. L'effort est collectif, et cet effort collectif est un effort aussi de solidarité. Et c'est parce qu'on va tous travailler à la solution pour sortir de cette crise qu'on en sortira d'autant plus vite. Et ne pas prendre soin de nos aînés, je pense que laisser une partie d'entre nous au bord de la route, alors pas que nos aînés, mais aussi les personnes qui ont le moins accès aux soins, comme les personnes migrantes, les personnes qui sont dans une situation défavorisée dans la société. On a bien vu, par exemple, que dans le 93, c'était là où il y avait un impact socio-économique le plus fort de la crise sanitaire. Pas uniquement chez les personnes âgées, mais également chez les plus jeunes, chez les parents, etc. Et ne pas prendre en compte l'intégralité de la société quand on cherche une réponse à une situation sanitaire catastrophique, c'est faire perdurer en fait les inégalités et introduire une fracture dans la société. Et c'est vraiment, je pense que fondamentalement dans la société inclusive telle qu'on l'a construite depuis des années, en particulier après par exemple la Deuxième Guerre mondiale, où on a construit tout le système de notre sécurité sociale avec la protection des risques
qui s'impose à nous et qui nous oblige à nous investir, eh bien, on ne peut pas continuer à avancer en tant que société. Je trouve cette histoire d'arbitrage entre économie et santé complètement débile. Il n'y a aucune société qui a fait, et c'est d'ailleurs un fait assez nouveau dans la gestion de la Covid, dans cette épidémie, qui a fait un arbitrage économie contre santé. Toutes les sociétés ont essayé de protéger la santé plus ou moins bien. On dit on privilégie l'économie à la santé. La réalité leur est revenue en boomerang. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas fonctionner, et c'est sans doute une nouveauté anthropologique, nous ne supportons plus la mort de masse. Voilà. Et ça, c'est partout dans le monde. Ce n'est pas une question de société holiste, individualiste, d'Asie, d'Europe, de théorie des climats. Nulle part, nous ne supportons la mort de masse, la mort absurde, aléatoire et statistique. Et il faut se rendre compte du chemin parcouru par rapport au XXe siècle, qui a été le siècle des fosses communes, des charniers. On parlait du Rwanda, c'est encore la fin du XXe siècle, le Cambodge, la Shoah évidemment, et puis toutes les épidémies et pandémies, les 50 millions de morts de la grippe espagnole, et plus récemment, 57-68, les grippes, je ne me rappelle plus de Hong Kong, laquelle était celle de Hong Kong, mais qui avait fait des centaines de milliers de morts dans une indifférence quasi générale. Ça, c'est terminé. Système. Nous sommes embarqués, disait Pascal, dans l'interdépendance. À l'intérieur d'une société, la société française, républicaine, à l'intérieur du monde aujourd'hui, parce que tout circule, les hommes, les informations, les capitaux, les maladies, regardez le Covid, la vitesse à laquelle il s'est propagé aux quatre coins du monde, dans les aéroports, etc. Et puis avec la nature aussi, avec l'environnement. Nous sommes dépendants, nous sommes interdépendants. Ce que nous faisons, nos actions, même individuelles, ont des répercussions sur l'environnement. Pensons ces institutions de la solidarité. Moi, je ne suis pas du tout pour la démondialisation, mais Edgar Morin, du haut de ses quasi 100 ans, a dit la phrase la plus belle du confinement et du Covid, il a dit « La mondialisation d'aujourd'hui, c'est de l'interdépendance sans solidarité ». Le paradoxe de la solidarité qu'on a découverte à la faveur de cette pandémie, c'est qu'on l'a découverte non pas comme une injonction morale. Soyez solidaires, il faut être solidaire, c'est bien d'être solidaire. On l'a découvert comme un fait. Vous êtes liés. Si vous ne restez pas chez vous, vous allez contaminer le voisin. Donc vous êtes liés de toute façon. Et ça, c'est très important parce que, bizarrement, c'était être solidaire, c'était prendre soin de l'autre que de se replier sur sa coquille pendant la pandémie. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ce qui s'est passé là, on a eu d'autant moins de mal à nous sentir solidaires qu'il fallait, pour le faire, ne penser qu'à soi. Et ce que je veux dire ici, c'est qu'on a basculé d'une solidarité qui serait un principe, une valeur, à une solidarité qui est un fait, qui est constatable. Nous sommes solidaires et c'est à nous de savoir comment composer avec ce fait. Ceci n'est pas une valeur, ceci n'est pas une profession de foi, ce n'est pas une morale. Non, c'est une information. Nous sommes solidaires, je dirais même mieux, nous sommes inséparables.